Ce n'est pas la première fois que cela arrive à la poste centrale de Yaoundé. Des eaux d'une pluie torrentielle qui submergent les lieux et ainsi paralysent les déplacements des populations obligées de patauger ou alors de faire le détour, tout comme les automobilistes. Les désagréments causés par les eaux de pluie dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 avril 2024 ne sont pas la particularité de Yaoundé. Douala, Boya et Maroua, notamment à Blangwa, à Zina et Maga, ont vu des hectares de champs rizicoles aller en fumée. Sorgho, maïs et gombo ont été détruits car affectés par le débordement des eaux. Les conséquences de ces inondations ne sont pas exhaustives. Comment y remédier? Quelles sont les équations pour tourner la page? Twilight ce soir ouvre le débat. Bonsoir et bienvenue. Un panel au profil varié et aguerri m'entoure ce soir. Je vous propose tout d'abord une pause Altu avant de les présenter. Isaac Dimaïsou nous attend déjà en ligne. Bonsoir Isaac Dimaïsou, vous êtes ici à Yaoundé où vous avez notamment couvert l'inauguration de l'immeuble abritant le bureau régional de la BAD. Dites-nous alors, comment s'est déroulée ces cérémonies ce matin ici? Bonsoir Carlette. Au moins 5 temps forts ont marqué la cérémonie de ce matin au lieu dit Golf, ici même à Yaoundé au quartier Bastos. Première articulation, la remise d'un accord de prêt de 133 milliards à l'État du Cameroun. Ce prêt sera consacré à un projet d'aménagement territorial et de promotion du secteur privé de la région de l'extrême nord. Deuxième temps fort, c'est la remise au ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire d'un diplôme de champion de la Banque africaine de développement. Ensuite vient le temps des discours. D'abord, celui de la vice-présidente du groupe de la Banque africaine de développement, Madame Marie-Laure Dongo, et celui du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, représentant du président de la République. Tous deux saluent la coopération dans son historicité, mais également ces projets qui sont en cours de mise en œuvre. Nous pouvons citer entre autres des projets dans le domaine des infrastructures de transport, dans la transformation des infrastructures sociales et plusieurs programmes de réforme qui sont mis en œuvre depuis 50 ans de coopération entre le Cameroun et la Banque africaine de développement. Les projets sont encore mis en œuvre, cela a été également dit, des projets d'intégration qui sont en cours. Nous pouvons citer entre autres la construction sur le fleuve Logone d'un pont, sur le fleuve Tembe, dans notre second pont, le butimage de la route Keta au Gabon et Doum au Cameroun et le projet d'interconnexion entre le Tchad et le Cameroun. L'autre temps fort de cette cérémonie, c'est la coupure symbolique du ruban par le Premier ministre chef du gouvernement et la cérémonie a été clôturée par une visite du bâtiment. Alors Isaac, dites-nous que doit-on savoir de cet édifice nouvellement inauguré du bureau régional de la Banque africaine de développement? Carlette, il faut dire tout de suite que c'est un bâtiment imposant, mais également
futuriste de 6 étages, doté de 130 postes de travail. Il est équipé de bibliothèques, d'un centre médical, de bureaux, de salles de conférence à la pointe de la technologie. C'est un cadre nécessaire et commode pour la couverture opérationnelle des 6 pays de la sous-région. Il est situé précisément au lieu dit Golf, ici à Yaoundé. C'est au quartier Bastos. C'est cet immeuble donc qui va désormais abriter le bureau, le bureau régional de la Banque africaine de développement qui va siéger donc au Cameroun. C'est un espoir dans ce sens, disons-le, Carlette, parce que le Cameroun, dès la création de la Banque africaine de développement, fut en 1972 l'un des premiers pays à faire acte de candidature pour abriter ce siège. Aujourd'hui, c'est un exploit diplomatique. Alors, Isaac Dimaïsou, dites-nous, au courant de cette cérémonie d'inauguration, avez-vous eu vent des promesses de la coopération bilatérale entre le Cameroun et la Banque africaine de développement? Oui, Carlette, des promesses, il y en a eu entre le Cameroun et la Banque africaine de développement. La BAD réaffirme plus que jamais son soutien au Cameroun quant à la situation sécuritaire que traversent les régions de l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pour cela qu'il est annoncé le projet d'aménagement territorial et de promotion du secteur privé de la région de l'extrême nord d'un montant de 203 millions d'euros ou 133 milliards, mais également un projet d'interconnexion du réseau électrique entre le Cameroun et le Tchad, le Ring Road Project d'un montant de 241,6 millions de dollars, le programme de développement des chaînes de valeur agricoles, le projet de développement de chaînes de valeur élevage et de la pisciculture, le bassin du lac Tchad, projet d'appui à la réinsertion socio-économique des groupes vulnérables et le programme d'appui au secteur du transport. Autant de projets qui sont en cours, autant de promesses pour l'avenir, pour cette coopération qui s'annonce encore meilleure les années à venir. Et vous l'avez dit, Isaac Dimaïsou, on peut donc conclure qu'il n'y a pas de nuage entre le Cameroun et la Banque africaine de développement. Les relations s'annoncent davantage cordiales et surtout fructueuses. Merci pour cette riche intervention sur le plateau de Twilight. Très bonne fin de soirée. Oui, le studio, on peut dire sans embâche qu'il n'y a pas de nuage entre le Cameroun et la Banque africaine de développement, s'il faut simplement se tenir à ces promesses de réalisation, à ces promesses de projets que nous ne pouvons citer dans le cadre restreint de cet appel. Bonne soirée, Carlette. Mesdames, Messieurs, une pause et on retrouve le débat. Bienvenue donc à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Twilight ce soir table sur les risques d'inondation. Quelles équations pour nos villes? Et pour en parler sur ce plateau, Jean-Aloïse Biolé qui est architecte de l'Ordre national des architectes du Cameroun. Bonsoir et bienvenue.
Autre invité sur le plateau de Twilight, Guy Tchakam, secrétaire général de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cadette. Autre invité également, Stanislas Joël Mvondo Aïssi, sous-directeur de l'environnement et du développement durable à la communauté urbaine de Yaoundé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Esso. Autre invité, last but not the least, il s'agit de Vidal Ndjoukan Ngimfak. Il est ingénieur en management des risques industriels et environnementaux, gestionnaire des risques et des catastrophes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Carlette. Alors, je vous invite tous les quatre d'entrée de jeu à revisiter ce reportage de Nadège Mbaema qui a couvert ces inondations qui ont envahi, qui ont submergé la poste centrale de Yaoundé à la suite des pluies de la nuit du 3 au 4 avril dernier. Regardez. La route boueuse qui mène à la voirie municipale porte encore les traces de la dernière pluie torrentielle qui s'est abattue sur Yaoundé. Brice, lui, se souvient comme si c'était hier les difficultés causées par l'inondation qui s'en est suivie. Moi, je sors le matin, je ne connais pas. J'arrive d'abord au Carrefour Mvan, embouteillage. Je marche à pied, j'arrive en Vombi, embouteillage. Je casse à Ternambala vers Olezoa, embouteillage. Je me pose les questions, mais qu'est-ce qui se passe avec l'embouteillage partout là où je veux passer? Quand j'arrive au niveau de la voirie municipale, je trouve l'eau est peut-être à 3 mètres. Une folle journée au milieu d'un océan qui a paralysé tout le centre-ville et au travers duquel il fallait se frayer un chemin au milieu d'une ville coupée en deux. Pas facile, c'était le sauve-qui-peut. Les gens ne traversent pas, les gens sont bloqués à gauche, sont bloqués à droite, devant, derrière. Personne n'arrive à traverser. Toutes les techniques étaient permises. Alors là, il y avait certains camions qui sont hauts. Quand ça vient pour traverser, les chauffeurs Clément, ils s'arrêtaient, les gens escaladaient pour traverser de l'eau. Moi-même, je suis escaladé dans un camion, une benne. Il y avait une benne, à moins d'un, je tombais. Parce que je m'accroche comme ça. Et c'est le boulot qui prend un coup. Le vécu a été tellement difficile. Il était tellement difficile parce que déjà, quand tu sors de chez toi, tu sais que tu vas à ton boulot et tu es bloqué. Tu rentres à la maison, tu es obligé d'aller contourner. C'est beaucoup de temps. Alors, tu ne peux pas passer par le lac. Les riverains n'ont plus que leur voix pour appeler à l'aide. Je lance ce coup de cœur au maire de la ville qu'il essaye de revoir et à demander aux populations de pouvoir canaliser les eaux. Et pour ça, il faut faire vite, car la pluie, elle n'attend pas. Quand le ciel gronde, la nature, elle libère ses ondes. Et la nature sera davantage capricieuse. Et je vous accueille sur ce regard-là à Stanislas Joël Mvondo Aïssi, sous-directeur de l'environnement et du développement durable de la communauté urbaine de Yaoundé. Comment est-ce que vous avez vécu ce nouveau phénomène-là? Merci, Madame Esso, pour l'opportunité que vous nous donnez une fois de plus aujourd'hui d'aborder cette question qui peut sembler surprenante, mais c'est une réalité qui doit faire partie de notre quotidien. La situation de la voirie municipale, c'est une situation relativement complexe dans la mesure où c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui est à l'origine de cette situation. Il faut déjà rappeler ici que l'ouvrage au niveau de la voirie municipale peut être considéré comme un des facteurs de la situation qui a été vécue dernièrement. On peut aussi parler des questions d'entretien des ouvrages de drainage pluvial, parce que lorsqu'on a fait le diagnostic de ce qui s'est passé, on s'est bien rendu compte que l'origine de cette inondation spectaculaire, si on peut l'appeler ainsi, était en grande partie due à des ordures, à de la végétation qui s'est accumulée à l'entrée de l'ouvrage qui permet la traversée des eaux du cours de Mingwa pour rejoindre le Fundi. C'est une situation désagréable, mais qui survient parce qu'un ensemble de facteurs ont été réunis simultanément ce jour-là.
Alors, on reviendra aux causes, le temps pour nous d'accueillir Vidal Ndjoumfak Ngimfak sur la question, ingénieur en management des risques industriels et environnementaux. Vous avez regardé ces images, Christ, de la cité capitale? Oui, avec beaucoup de tristesse, vraiment. Bon, ce que je vais dire, c'est nous ne sommes plus au stade de la prévention au regard de ces images parce que au regard des hauteurs de précipitation qu'on peut avoir dans la ville de Yaoundé ces derniers temps et au regard de la surface bâtie, il est évident que nous arrivons à ces hauteurs d'eau puisque si on peut avoir environ, dans les mois les plus pluvieux de Yaoundé, environ 300 mm de précipitation, cela suppose une hauteur d'eau de 0,3 mètres. Donc 0,3 mètres, si on multiplie par une surface de 1000 mètres carrés, ça nous donne pratiquement dans les 300 000 mètres cubes d'eau qui sont épandus. Et maintenant, on constate que la surface est bâtie. Or, lorsque la pluie tombe, elle doit être infiltrée. Donc, n'ayant pas des espaces pour l'infiltration, et les drains n'étant pas entretenus, si je m'en tiens au résultat du diagnostic posé par la communauté urbaine, il est évident qu'on en arrive là. Bon, maintenant, pour résoudre l'équation, je pense que nous devons passer à la protection à certains niveaux. On arrivera, on parlera des solutions dans quelques instants. Le temps de donner également la parole à Jean-Aloïse Biolé, qui est architecte de l'Ordre national des architectes du Cameroun. Quel commentaire vous collez à ces images? Oui, effectivement, c'est une situation qui est quand même assez inquiétante puisque nous avons vu à Yaoundé, depuis plusieurs décennies, quand même, d'importants ouvrages qui ont été réalisés, notamment le grand train du Mpundi qui permet d'évacuer une partie des eaux qui sont censées arriver dans les bas-fonds. Et malheureusement, malgré tous ces investissements-là, on voit que les problèmes perdurent. Par la suite, nous pourrons effectivement aborder les raisons de cela. Mais il faut également prendre en compte le fait que le phénomène d'inondation ne touche pas seulement le Cameroun, mais il touche également d'autres pays dans le monde. On l'a vu un peu partout en ce moment, si vous suivez les actualités internationales, vous avez des inondations qui touchent même les plus grands pays en Europe, en Asie, en Amérique. Et cela est dû effectivement à une situation, à un phénomène qui est celui du changement climatique, qui est venu très fortement modifier le climat et créer des situations auxquelles nous devons faire face maintenant avec des moyens techniques, mais également avec l'accompagnement des populations. Guy Tchakam, secrétaire général de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun, on l'a dit à l'entame de cette édition de Twilight du 12 avril 2024, ces inondations touchent plusieurs villes du Cameroun, mais également d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, ce phénomène? C'est toujours désagréable d'avoir à la télévision ce genre d'image que l'on vient d'observer. Il faut dire que cette situation, c'est une situation qui pose d'énormes dégâts, tant sur le plan matériel que sur le plan humain également. Et il faudrait dire aussi que ça a des impacts sur la ville, sur la façon dont la ville fonctionne. Parce que des travailleurs qui n'arrivent pas à l'heure au travail, c'est la ville qui perd en production. Ça veut dire que c'est du temps de travail en moins, c'est des problèmes à gérer supplémentaires. Donc vraiment, ce sont des situations qui en tout point fragilisent un peu le développement de la ville. Et comme le disait tout à l'heure le confrère Biolé, c'est une situation qui s'accentue de plus en plus au regard des changements climatiques qui affectent bien évidemment le monde entier. Donc nous ne sommes pas épargnés de ces phénomènes qui malheureusement causent d'énormes dégâts. Alors vous parlez des changements climatiques. Le sous-directeur de l'environnement et du développement durable à la communauté urbaine de Yaoundé parle des déchets accumulés. C'est votre avis aussi? Exactement, je partage le même avis. Puisque si les drains sont construits au regard de la hauteur de ces drains,
si les drains n'avaient pas été bouchés, je pense, à mon humble avis, on aurait pu avoir certainement une hauteur d'eau dans la ville au niveau de la poste, mais pas la hauteur que les images nous ont présentées. Donc on aurait pu avoir une quantité d'eau moins considérable, dont les gens auraient pu évacuer quand même une certaine quantité d'eau. Jean-Aloïse Biolay, vous êtes architecte. Est-ce que les grains qui sont construits à l'état actuel sont capables, à eux, s'ils n'étaient pas bouchés, de conduire tous ces eaux-là? Alors disons que ce soit à Yaoundé ou à Douala, on a vu des inondations importantes à Douala. L'une des questions qui se pose aux villes, c'est effectivement de disposer des ouvrages d'assainissement qui soient dimensionnés de manière à pouvoir recevoir la quantité d'eau qui est calculée, qui est évaluée par les scientifiques, par les ingénieurs, par les spécialistes du domaine. Et quand il y a modification du climat, effectivement, on peut avoir des ouvrages qui étaient dimensionnés à une certaine époque, mais du fait de la récurrence des phénomènes climatiques, notamment des intempéries et de l'augmentation de la pluviométrie, ces ouvrages sont saturés. Et maintenant, cette saturation est renforcée par le fait que nous avons d'une part des déchets qui viennent s'accumuler, c'est que nous avons des ordures ménagères qui sont jetées dans les bas-fonds et qui viennent boucher ces drains d'un côté. Et de l'autre côté également, il faut relever, notamment dans la ville de Yaoundé, que de nombreux fonds de vallées, des zones hydromorphes sont actuellement comblés, remblayés pour des besoins de construction d'habitat. Et vous allez observer que ce soit vers la nouvelle route Bastos, que ce soit vers la zone du camp Yeyap, donc derrière entre Mokolo et puis Obili, cette zone-là, il y a des rechargements importants qui ont été faits. Donc tous ces bas-fonds qui servaient de bassin de rétention. C'est-à-dire que l'un des intervenants tout à l'heure a effectivement indiqué le fait qu'il y avait imperméabilisation des sols. Partout, il y a des constructions, donc vous avez des toitures. Au niveau du sol, nous avons des revêtements que nous mettons, du bitume, du béton, et nous faisons des caniveaux qui font que les eaux qui s'infiltraient effectivement avant dans le sol, là où il y avait de la forêt, notamment, ces eaux vont directement dans les drains, dans les caniveaux, donc elles glissent sur les surfaces, sur les toitures, sur les revêtements en béton et le bitume. Elles vont dans les caniveaux, et dans les caniveaux, elles vont dans les grands drains. Donc nous avons une quantité de plus en plus importante avec l'augmentation de la ville qui fait que les quantités d'eau maintenant qui arrivent dans les bas-fonds sont beaucoup plus importantes que ce qui avait été, j'imagine, calculé au départ pour les ouvrages qui sont existants. Et maintenant, le fait que nous n'ayons plus ces bassins, notamment ces cuvettes qui retenaient les eaux qui venaient des différentes pentes avant qu'elles n'aillent dans le drain ou dans la rivière. Ces eaux maintenant vont directement dans la rivière, ne sont plus retenues. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un endroit où elles peuvent être retenues. D'où la très grande quantité d'eau maintenant qui déferle vers l'aval. Et cela est donc renforcé par le fait que et les bouteilles en plastique et les déchets de toute nature viennent en plus réduire la dimension, la section de ces ouvrages, ce qui fait que l'eau ne peut pas circuler de manière suffisamment rapide vers le fond, elle est observée et donc elle déborde sur les zones de voirie, donc de circulation, peut-être sur les habitats quand ceux-là sont apportés, se retrouvent sous le niveau de l'eau. Et effectivement, on a les catastrophes, des risques de perte de vie humaine et beaucoup de biens matériels qui sont détruits, et notamment l'habitat. Donc, ce qui intéresse plus particulièrement les architectes, c'est toutes ces constructions que nous faisons et qui peuvent être affectées par le fait qu'on va construire à de mauvais endroits, sur des mauvais sols, parce qu'on n'est pas accompagné par un professionnel du domaine pour vous conseiller et vous dire que non, cet endroit-là, soit il faut des techniques particulières pour pouvoir construire une maison, un bâtiment, des bureaux et surtout des immeubles. Vous savez qu'un immeuble, c'est plusieurs étages, donc c'est une charge très importante qui descend vers le sol. Et si le sol n'est pas capable de soutenir cette charge-là, vous pouvez avoir des bâtiments qui s'affaissent, on le voit souvent avec les tremblements de terre, mais ça peut également arriver dans des zones où on n'a pas fait les fondations pour pouvoir supporter la charge de ces bâtiments, et encore plus sur des zones fragilisées, notamment des zones qui ont été remblayées, des zones
qui ne sont pas aptes à la construction parce qu'on a voulu faire un investissement, mais on n'a pas voulu faire les petites dépenses supplémentaires pour les études qui allaient éviter d'arriver à cette catastrophe. Alors, à votre suite, je signale que le projet complémentaire d'assainissement pluvial durable de la ville de Yaoundé, qui sera notamment déployé, je pense pour cette année 2024, a pour ambition de renforcer la prévention des inondations dans la ville de Yaoundé à travers le curage des ouvrages de drainage dans le centre-ville, la construction d'infrastructures de drainage sur certaines rivières. Alors, je reviens à vous, Guy Tchakam, secrétaire général de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun. Comment faire à présent, puisque c'est une situation qui touche pas seulement Yaoundé, pas seulement le Cameroun, plusieurs villes du Cameroun. Comment faire pour prévenir ce type d'image-là? Déjà, tout à l'heure, vous avez évoqué le programme complémentaire qui vient à la suite du programme du PADI, programme d'assainissement de la ville de Yaoundé. C'est un programme, il faut dire, qui génère beaucoup de dépenses parce que construire ce genre d'infrastructures, ce sont des infrastructures qui coûtent énormément pour l'État du Cameroun et plus spécifiquement pour la ville de Yaoundé. Donc nous sommes dans un accroissement des investissements au regard de l'accroissement de la population et des difficultés auxquelles les populations peuvent être confrontées. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, tout ce qui est investissement, que ce soit infrastructurel, que ce soit au niveau des équipements, ne suffisent pas toujours à pouvoir répondre aux différents problèmes qui sont posés ici. C'est pour ça que peut-être à côté, il faudra ajouter aussi une modification des comportements qui passe ici par déjà une prise en compte du fait que la ville est un patrimoine commun et que l'eau également est un patrimoine commun et que la gestion d'un cours d'eau dépend de tout le monde, que ce soit des riverains et que ce soit aussi de toutes les activités économiques qui sont installées tout le long du cours d'eau. C'est la raison pour laquelle il faudra avoir des comportements un peu civiques à l'endroit des différentes ressources qui traversent la ville. Aujourd'hui, on parle des déchets qui viennent causer tous ces problèmes d'inondation et autres. Mais comment se fait-il déjà que les déchets solides puissent se retrouver dans un cours d'eau qui, normalement, est là pour gérer tout ce qui est évacuation des eaux? Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la gestion de l'eau. Il y a un problème au niveau de la gestion des déchets. Ça veut dire qu'à ce moment, maintenant, il faudrait pouvoir travailler sur les comportements, sur la façon dont on exploite les différentes terres qui se trouvent aux abords des cours d'eau, afin de pouvoir prévenir ce genre de situation. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le changement de comportement, et aussi il y a une grosse implication des professionnels dans tout ce processus-là, parce que aujourd'hui, la maîtrise de l'occupation des sols, c'est une maîtrise qu'on a confiée à la collectivité territoriale décentralisée, notamment les communautés urbaines, les communes. Mais aujourd'hui, il faudrait que les professionnels aussi viennent en appui à ces collectivités-là. Et cela ne peut être fait que par le fait que les populations prennent conscience qu'il faudrait faire appel aux professionnels pour venir faire tout ce qui est aménagement. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de faire un aménagement. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir produire un plan de lotissement, de produire le plan de construction. Donc, il faudrait ramener progressivement les populations à avoir des comportements, comme j'ai dit tout à l'heure, civiques. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer que la situation pourrait s'améliorer, du moins d'un point de vue un peu local. Parce que chacun a sa responsabilité. Mais du point de vue local, je pense que la population aussi son rôle à jouer. Alors, avant de produire cette émission, je me suis hasardée à lire quelques propositions faites par les uns et les autres, notamment qui disent qu'à l'avenue Kennedy, notamment, la solution envisagée est la construction d'un bassin de rétention des eaux pluviales derrière le lycée Élie Kessono pour réduire le déversement des eaux vers le centre-ville. C'est votre avis?
Stanislas Joanne Vondo, ici. Oui, merci. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord me réjouir des interventions des uns et des autres qui montrent qu'il y a déjà un début de prise de conscience. Parce qu'il faut peut-être le rappeler, la situation que nous vivons a, ou alors pourrait avoir plusieurs causes. Et nous, à notre niveau, nous avons pu faire quelques constats. Le premier constat, c'est celui de la remise en question. Si aujourd'hui, nous sommes unanimes qu'il y a un ensemble de problématiques, je pense que ce serait intéressant de s'asseoir et d'aborder ces problématiques ensemble. Nous avons des architectes, nous avons des urbanistes, nous avons des personnes qui sont chargées des questions de catastrophes, des risques. Ce serait intéressant d'avoir une réflexion holistique. Et quand je l'ai dit, c'est cette problématique, cette question de la réflexion holistique qui aujourd'hui pourrait être la source de ce que nous vivons. Et là, je m'en vais répondre à la question de savoir si la construction d'un bassin de rétention des eaux dans la zone du bas-fond du cours d'eau Djungolo, parce qu'il s'agit de ce cours d'eau-là, derrière le lycée de Liguesonou. Oui, des études ont été menées qui montrent que la construction d'un bassin suivant certaines caractéristiques pourrait apporter une réponse, peut-être pas durable, mais une réponse qui pourrait permettre de réduire la survenance des inondations au niveau de l'avenue Kennedy. Mais avant d'aller plus loin, il est important qu'on rappelle ce que c'est qu'une inondation. Une inondation, c'est la submersion temporaire d'une zone qui n'a pas l'habitude d'être submergée par les eaux. Quand on l'a dit, il est important de savoir qu'est-ce qui peut conduire à la submersion d'une zone par les eaux. Dans notre cas, précisément, nous n'avons pas de barrage à l'amont de la ville de Yaoundé. Ça veut dire que la seule possibilité qui nous reste pour avoir une submersion d'une zone, ce n'est que la saison des pluies. Et lorsque nous parlons de saison des pluies, nous ne pouvons pas aborder la question des inondations si on ne cherche pas à savoir ces eaux tombent où. Et ce où, c'est ce qu'on va appeler, généralement pour les techniciens, pour les spécialistes de la question, un bassin versant. La question du bassin versant aujourd'hui pose une problématique très profonde. Et là, je vais me tourner vers les urbanistes parce qu'il y a un ensemble de textes qui encadrent certaines activités. Les questions de planification urbaine sont encadrées par des textes où des guides ont été élaborés, proposés pour l'élaboration des documents de planification. Mais à l'analyse de ces documents, on se rend bien compte que la question de la gestion des eaux n'est pas suffisamment abordée. Vous voyez qu'il est donc difficile. J'ai suivi certains panélistes parler de la question du transfert de compétences, la maîtrise des sols, la gestion du territoire au CTD. Mais les CTD n'élaborent pas des textes. Les CTD ne votent pas des politiques. Ces politiques sont votées quelque part. Et aujourd'hui, c'est un peu un plaidoyer que nous lançons à l'endroit de ceux-là qui élaborent ces politiques. Il y a un ensemble de réalités que les CTD vivent qui sont en réalité un héritage parce qu'elles ne sont pas à l'origine de certaines situations. Et quand je l'ai dit, ça me permet aussi d'embrayer sur la question des lotissements parce que je l'ai suivi tantôt pour parler de l'imperméabilisation des sols, comme l'a relevé le panéliste qui représente l'ordre des architectes. Les lotissements, c'est en fait une forme d'aménagement de certaines parcelles. Or, il me semble qu'il y a un arrêté qui a été pris par le Premier ministre qui encadre la validation de ces lotissements, de ces documents. À ce jour, nous avons un gros problème, c'est l'appropriation par les populations de ce qui a été pensé par les pouvoirs publics, de ce qui est pensé au niveau des CTD. Parce que lorsque cet arrêté a été pris, il a été dit, lorsqu'un propriétaire terrien fait un lotissement, ce lotissement doit être validé par la municipalité. Pourquoi validé par la municipalité? Tout simplement parce que derrière ce lotissement, il y a un ensemble de services qui doivent être garantis. Et parmi ces services, nous avons les questions de drainage pluvial.
Or, nous allons voir que lorsque un lotissement est fait par un propriétaire terrien, généralement par un géomètre au niveau du MINCAF, les questions des services ne sont pas suffisamment prises en compte. Et on se retrouve parfois avec des lotissements sur des hectares où on ne prévoit pas, par exemple, des zones vertes pour favoriser les infiltrations, comme le rappelait un panéliste ici tout à l'heure. Quand je le dis, ça me permet de revenir sur un autre aspect de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la notion de l'équilibre environnemental. On y reviendra. Vous allez avoir le temps de vous étendre là-dessus. Le temps pour nous de joindre Salvador Mbecha qui est en ligne depuis la région du sud-ouest. Dites-nous, Salvador, bonsoir. Comment va Buea? Comment s'est passée cette journée là-bas? Bonsoir Carlette et So, bonsoir à tout le panel avec vous en plateau. Alors Buea, il fait beau temps. C'est vrai que depuis le début de la semaine, on a connu quand même des épisodes de pluie, mais sans grands incidents dans l'ensemble de la région, que ce soit à Limbe ou à Buea. Mais quand même la journée de vendredi a été très tempérée. Moins de soleil, beaucoup de fraîcheur quand même dans les environs comme Bokwango, mais aux alentours de Moliko, c'est de la chaleur qui a gouverné une partie de la journée. Voilà donc le temps qu'il fait de ce côté de la région du sud-ouest, Carlette. Alors, Salvador, dites-nous notamment, les pluies ont par le passé causé de nombreux dégâts là-bas dans la région du sud-ouest. Rappelez-nous quelques faits et puis dites-nous si certaines solutions ont été prises. Eh bien, Carlette, les pluies ont bel et bien causé des dégâts importants dans la ville de Buea. L'année dernière, en 2023, commençons déjà par la ville de Buea qui, le samedi 18 mars 2023, a connu une journée noire avec cette grande pluie qui a causé la descente des eaux partant du mont Cameroun. Ces eaux qui ont pratiquement traversé tout Buea Town, traversé Moliko et causé des dégâts, détruit des maisons, causé les décès de pratiquement 2 à 3 personnes. Donc c'était terrible, c'était bien sûr difficile à vivre ces moments-là où vous pouvez voir les eaux montagneuses descendre en furie, des eaux noirâtres qui sont descendues et qui ont dévasté tout sur leur chemin parce que les gens ont construit sur des voies d'eau, sur des voies qui jadis étaient réservées à ces passages d'eau-là. Donc c'est pourquoi on a connu autant de dégâts. Mais pendant qu'on est en train de souffler, on s'est dit que ça va passer. 4 mois après, si j'ai bonne mémoire, le 19 juillet 2023 du côté de Limbe, on connaît des mouvements terribles suite à des pluies qui ont inondé la ville de Limbe, qui ont causé des éboulements de terrain. Et on a encore en mémoire ce jeune garçon qui a été enseveli dans sa propre maison à cause d'un éboulement de terrain. Et après quoi, on a connu à Opa Farm du côté de Limbe des décès suite à ces inondations graves là. Donc on a encore cela en mémoire aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis que les pluies tentent de revenir, parce que c'est vrai qu'il pleut, mais on n'a pas encore la grande forte pluie comme par le passé. Et là on se pose des questions. Est-ce qu'on va revivre les phénomènes de l'année dernière? Mais sûrement ce qu'on ne souhaite pas. Parce qu'entre-temps, quand même, il faut noter qu'il y a eu des actions qui ont été posées, Carlette. Du côté de Limbe, il y a un projet gérant qui a été mis en place où la mairie de ville de Limbe et un de ses partenaires ont eu à
curer les caniveaux, ont eu à planter des arbres, des palétuviers pour contenir certains marécages. On a eu des actions qui ont été posées à Limbe pour endiguer le phénomène d'inondation. C'est vrai que depuis que les pluies ont commencé de ce côté-là, on n'a pas encore entendu des cas d'inondation graves comme celle de l'an passé. Maintenant, dans la ville de Boya, à chaque fois qu'il essaye de pleuvoir, on s'interroge, est-ce qu'on ne va pas revivre le phénomène de 2023? Mais que non, nous sommes pratiquement le 12 avril, il y a un mois de l'année dernière, s'il faut qu'on situe dans le temps cet événement-là, on était encore dans les moments difficiles. Mais jusqu'à présent, il faut dire que les autorités veillent au grain, que ce soit ici à Boya, le maire de la ville de Boya a amené des actions. On a déguerpi certaines maisons qui étaient construites sur les voies d'eau. On a même interdit les constructions dans des zones à risque pour éviter que le pire ne se produisent. Donc voilà, Carlette Esso, ce que je peux dire concernant cette intervention. Jusqu'à présent, on est sur le qui-vive parce que on n'a pas encore connu de grandes pluies, mais les pluies qui sont tombées récemment n'ont pas inquiété dans les villes de Limbe ou de Boya. On espère tout simplement qu'on ne connaîtra pas des averses intenses comme ce fut le cas l'année dernière. Donc je crois que et côté municipalité, elles ont pris les dispositions à leur niveau qui vont permettre de tout simplement endiguer les phénomènes d'inondation. Voilà donc la contribution, notre contribution au débat de ce soir concernant ces inondations que nous avons dans la ville, qu'on a connues dans la ville de Limbe et de Boya. Merci beaucoup Salvador Becha pour cette correspondance particulière depuis Boya dans le sud-ouest. Très bonne soirée. Bonne soirée Carlette Esso et bon débat à vous en plateau. Merci et puis retour donc sur ce plateau avec Stanislas Joël Mvondo. Ici déjà un commentaire à ce que vous venez d'écouter. Oui, nous nous rendons bien compte que la situation vécue à Boya est une situation à l'image de celle qu'on vit dans les autres villes du Cameroun, à savoir que la question du drainage n'est pas suffisamment pensée, ou alors, parce que là nous allons parler en termes d'hypothèse, elle est pensée en fonction des informations disponibles. Parce que là, il faut peut-être le rappeler, nous avons un gros problème de données aujourd'hui sur ces questions liées à l'eau. Et la science elle-même, elle nous le démontre à suffisance. On parlait tout à l'heure de la question des pays développés, Amérique, Europe, Chine, qui connaissent les mêmes problèmes d'inondation malgré toute la technologie qui existe. Ça montre à quel point l'humanité n'a pas encore suffisamment la maîtrise de certains phénomènes que nous vivons au quotidien. Donc ça, c'est une situation qui devrait nous inviter à un peu plus d'humilité, à beaucoup plus de réflexion pour essayer de voir quelles peuvent être les solutions. Elles peuvent se trouver dans le passé, pas forcément dans le futur, dans les nouvelles technologies. Alors, vous le disiez il y a un instant, la question du grainage pluvial n'est pas suffisamment agressée. C'est votre avis? Bon, disons que je pense que cette question est quand même fortement adressée actuellement dans les villes de Yaoundé et Douala, dans le sens où le gouvernement a levé des financements, notamment avec la Banque africaine de développement, des financements très importants pour résoudre ces problèmes dans ces grandes villes-là. Donc j'ai moins d'inquiétude pour Yaoundé ou Douala, où il y a des équipes techniques qui sont constituées et qui apportent des réponses, même si ça prend du temps. On peut espérer effectivement que la mesure sera prise et que des solutions seront apportées. Par contre, il y a le reste du pays. Il y a des communes, on a des capitales régionales, on a des petites collectivités qui souvent n'ont pas le personnel pour pouvoir suivre et protéger leur population, parce qu'un des soucis qu'on a, c'est effectivement maintenant la résilience, c'est-à-dire pour des populations qui sont fragilisées. Alors on a vu à Yaoundé, le problème a touché surtout la circulation, parce que la ville a pu, dans un certain nombre d'endroits,
réduire l'occupation des sols dans des bas-fonds où il y avait des inondations. Il y a un bon bout de temps, vous alliez à Olezoa, vous trouviez des maisons qui étaient sous l'eau, mais également à la nouvelle route Bastos, il y a de cela quand même quelques années, on trouvait des maisons qui se retrouvaient sous l'eau. On va revenir à vous, Jean-Louise Biolé, architecte de l'Ordre national des architectes du Cameroun. C'est juste qu'il est 19h pour nous. Le temps du journal sur CRTV News. On se retrouve après Twilight pour la suite. En parler, alors directement à vous, Jean-Aloïse Biolé. Vous aviez la parole tout à l'heure avant le journal de 19h. Vous souhaitez que des solutions soient étendues à l'ensemble des autres capitales régionales du Cameroun. Alors en fait, effectivement, mon propos, c'était de dire que les villes de Yaoundé et Douala sont parmi les mieux outillées actuellement, que ce soit en termes de planification urbaine. Il y a des outils de gestion de la ville qui ont été mis en place, qui sont utilisés par des professionnels. Ce sont des villes qui disposent des ingénieurs, des urbanistes, des architectes et autres qui permettent, peut-être en nombre insuffisant, mais qui, avec également l'appui de l'État, ont des moyens que n'ont pas d'autres localités à travers le pays. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement des capitales régionales. Est-ce que Maroua dispose des équipes pour pouvoir faire face à des problèmes? On a des cours d'eau qui traversent Maroua, qui a connu des effondrements de ponts, par exemple, avec des intempéries très fortes. Vous avez Maga, mais vous allez un peu plus bas, que ce soit en Ngaoundéré, que ce soit à Bafoussam aussi, où on a un relief très important. Donc, toutes les villes n'ont pas subi des catastrophes ou le même type de catastrophe. On a eu plutôt des glissements de terrain à Bafoussam, mais c'est toujours des intempéries, en tout cas. Voilà. Et par la suite, le point sur lequel nous sommes, c'est les inondations. Et on peut se poser la question de savoir comment est-ce que des communes, des petites collectivités, font pour pouvoir faire face à ces phénomènes. Parce que le principal problème, c'est notamment de pouvoir déjà identifier les zones à risque. Et pour ça, il faut disposer d'outils où on identifie, on planifie, c'est qu'on on identifie les secteurs qui sont des secteurs à risque, soit d'inondation, soit de glissement de terrain, etc. Et quand on les a identifiés, on peut maintenant faire l'accompagnement des populations, c'est-à-dire permettre aux gens de savoir que non, vous êtes à tel endroit, il y a un risque. Aujourd'hui, vous ne voyez pas ce risque, mais demain, vous pouvez être victime, vous pouvez perdre vos biens, vous pouvez perdre des enfants, vous pouvez perdre des membres de la famille. Et il est très important, effectivement, que les communes soient dotées d'outils qui leur permettent effectivement de protéger leur population face à ces phénomènes. Mais également de dire qu'il y a au Cameroun des experts, il y a suffisamment d'architectes, d'urbanistes, d'ingénieurs, des gens qui sont très bien formés dans les écoles et qui sont prêts à aller sur le terrain, mais qui peut-être manquent de ce lien avec les collectivités, avec les maires, pour pouvoir mettre en place ces dispositifs. C'est-à-dire que des commandes, des termes de référence soient faits pour adresser ces questions, qu'on puisse déployer des gens sur le terrain et que ces personnes puissent remonter et des informations et faire des accompagnements qui permettent à la population d'être protégée. Après, effectivement, on a dit Yaoundé, Douala, c'est vraiment... nous sommes dans d'autres extrêmes. Nous sommes dans les grandes villes avec des fortes concentrations de population. Alors, j'aimerais qu'on reste sur les autres capitales régionales ou plutôt les autres petites villes du Cameroun qui ne sont pas à l'abri des intempéries avec notamment glissement de terrain que vous avez souligné, même à Yaoundé, notamment Vidal Ndjoukang. On se rappelle notamment que le 8 octobre, ici même à Mbankolo, on a eu un glissement de terrain avec des conséquences énormes, 28 personnes parties. Et vous proposez comme solution que les mesures, vous proposez comme mesure des hauteurs, qu'on mesure les hauteurs de précipitation. Bon, là, c'était en ce qui concernait l'adressage des questions de drainage. Puisque si on dimensionne juste un ouvrage de drainage, sans avoir estimé la hauteur d'eau météorite que cet ouvrage doit drainer, on peut faire un ouvrage qui ne correspond pas au problème qui sera posé. Parce que nous avons, comme je disais, une station météo qui se trouve c'est pratiquement dans un département autre que le Foundi. Et là, elle ne rend pas compte
des hauteurs de précipitation que nous avons réellement à Yaoundé. C'est vrai que le phénomène de changement climatique influence les hauteurs de précipitation, mais des nouvelles techniques nous imposent de rechercher ce qu'on appelle les périodes de retour de précipitation. Et on sait que lorsqu'on a des fortes précipitations, ils ont généralement des périodes de retour très élevées. Et lorsque cette période de retour arrive à terme, la précipitation arrive avec une hauteur de précipitation encore plus considérable que la précédente. Ce qui fait donc qu'en mesurant les hauteurs de précipitation et ayant connaissance de la structure de l'occupation du sol du bassin versant, c'est-à-dire les surfaces imperméables et celles qui sont perméables, on peut vite faire le ratio de ce qui sera imperméable et avoir des estimations de volume. Comme je disais à l'entrée du débat, que si on a peut-être 300, c'est juste une estimation, ou bien 200 mm de précipitation avec une crue éclair, comme c'est le cas de Yaoundé. Bon, crue éclair, pour dire, il pleut peut-être en 2 heures et puis vous avez une hauteur d'eau. Si on a par exemple 300 milli, ça fait 0,3 mètres. Et puis si on a toute une surface qui est imperméabilisée, ça veut dire que cette eau ne bouge pas. Ça vous donne pratiquement beaucoup de mètres cubes. J'ai pris pour 1000 mètres carrés, ça donnait environ 300 mètres cubes qui sont là, stagnés, qui ne peuvent pas bouger. Bon, tant qu'on ne fait pas ce genre de calcul avant de dimensionner les ouvrages de drainage, forcément, comme j'ai dit que les ordures pouvaient boucher les drains, oui, ils vont boucher les drains, mais une quantité pourra passer. Mais si on n'a pas déjà bien fait ces calculs pour l'eau météorite, parce que le collègue soulignait tout à l'heure le cas des autres données hydrologiques, mais je me limite d'abord à l'eau météorite qui est la variable qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on ne peut pas, quand la pluie démarre, on ne sait pas quelle est la hauteur de précipitation qu'on aura. Alors, on va donner à présent la parole à Guy Tchakam, vous qui appelez à une concertation de différents corps de métier pour résoudre la question. En réalité, c'est parce que les questions de risque, ce sont des questions qui sont très transversales, qui touchent à plusieurs départements ministériels, qui touchent à plusieurs acteurs. Tout le monde est pratiquement impacté lorsqu'il y a pluie, lorsqu'il y a des inondations. C'est pourquoi il faudrait une coordination déjà dans la planification, mais aussi dans la réaction. Parce qu'il faut pouvoir coordonner les actions lorsqu'il y a crise. Il faudrait qu'on sache exactement quel acteur est destiné à faire quoi, tant au niveau de la planification que soit au niveau de la concertation. Et pour bien planifier, comme on l'a dit, il faut des données. Il faut des données qui doivent permettre de modéliser, qui doivent permettre par la suite de prendre des décisions. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des données si elles ne permettent pas à aider dans la prise de décision. Et la prise de décision dans les choix techniques qui doivent être opérés aujourd'hui. C'est pourquoi moi je pense que la coordination est un élément très important. Mais au-delà de la coordination aussi, il y a ce qu'on appelle souvent le cadre juridique, qui est un peu l'ensemble de tout ce qui est test et qui doit entourer un domaine particulier. Lorsqu'on revient par exemple sur l'aménagement, parce que là on est en train vraiment de parler de l'aménagement urbain, parce qu'on est en ville, il y a certains tests de loi aujourd'hui, notamment la loi de 2004 qui régit l'urbanisme au Cameroun. C'est un document qui doit être aujourd'hui mis en application et même revu, parce que, comme le soulignait le confrère tout à l'heure, ce sont des documents aujourd'hui qui ne prennent pas suffisamment en compte les questions de risque d'inondation, dans la mesure où, à cette époque-là, lorsqu'on élaborait tout ce qui était test de 2004, il n'y avait pas encore véritablement tous ces besoins qui se posent aujourd'hui avec acuité. Donc il est question aujourd'hui de revoir le cadre juridique, de revoir un peu tout ce qui est test de loi, documents de planification, documents d'aménagement, de revoir la façon dont ils sont élaborés pour pouvoir un peu améliorer un peu cette situation que l'on trouve toujours un peu chaotique. Mais nous pensons aussi que en proposant des solutions un peu modernes, telles que nous avons des solutions fondées sur la nature, qui ne nécessitent plus aujourd'hui que l'on fasse de gros investissements bétonnés et autres, mais on se rend compte aujourd'hui que en renforçant la végétation dans un espace,
en laissant des espaces libres à certains moments. Vous avez parlé de bassins de rétention, mais des bassins de rétention qui, par exemple, lorsque c'est pas mouillé, peuvent servir de stade de football, peuvent servir de lieu de récréation, peuvent servir de lieu d'événements sportifs, mais que lorsque c'est mouillé, on libère l'espace et que l'on puisse laisser l'eau venir s'asseoir et puis partir le moment venu. Mais la difficulté que l'on a à Yaoundé, c'est pas la même difficulté qu'on a dans une ville comme Limbé. Limbé, on a l'ensemble des eaux du continent qui se dirigent vers l'océan. Et en même temps, couplé avec la marée haute parfois, la mer n'arrive pas à capter suffisamment l'eau qui provient du continent. Et à ce moment-là, l'eau doit stagner au niveau de la ville. Et pendant ce temps-là, il faut trouver comment gérer cette eau. À Yaoundé, nous sommes une ville pratiquement de transition de l'eau. C'est-à-dire l'eau circule à Yaoundé. C'est-à-dire qu'il faut trouver plutôt un moyen d'améliorer la circulation de l'eau. C'est pourquoi aujourd'hui on fait des canaux et autres. Mais on se rend compte qu'au regard de la grande quantité d'eau qui arrive, on n'est pas toujours en mesure de pouvoir canaliser toute cette eau-là. Il faut trouver d'autres mesures qui voudraient peut-être que l'on stocke temporairement cette eau sans que ça ne crée des dommages sur la population. Parce qu'en réalité, aujourd'hui on parle de risque parce que les aléas, que sont les aléas climatiques, ont rencontré de la vulnérabilité, qui sont les infrastructures, qui sont les équipements, qui sont les personnes. Donc, si aujourd'hui il n'y a plus cette vulnérabilité-là, alors les aléas climatiques ne posent pas de problème. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ces aléas-là impactent fortement tout ce qui est infrastructure que l'on pose le problème des risques. Alors, Stanislas Joël Bondo Aïssi, sous-directeur de l'environnement et du développement durable à la communauté urbaine de Yaoundé. Tout à l'heure, vous le disiez tantôt, plusieurs aspects entrent en jeu au-delà du grainage. Oui. Lorsqu'on parle d'une situation complexe, ça fait référence à un ensemble d'éléments, de paramètres. Et pour ce qui concerne la question des inondations dans la ville de Yaoundé, le principal élément qu'il faut analyser et maîtriser, c'est l'eau. Lorsqu'on veut maîtriser l'eau, il faut rentrer dans sa connaissance à travers son cycle. Et à travers son cycle, nous avons un ensemble de mécanismes, parmi lesquels l'évaporation, les précipitations, les ruissellements, les infiltrations, le stockage. Et parmi ces principaux mécanismes, on se rend bien compte que, en fonction des choix d'aménagement des territoires, certains mécanismes sont modifiés. Et la modification de ces mécanismes entraîne une perturbation globale qui fait en sorte que lorsque certains phénomènes arrivent, on va se précipiter vers un type de solution qui peuvent aggraver les problèmes ou alors réduire ces problèmes. Et quand je l'ai dit, je vais revenir par exemple sur la question des différents projets engagés par la ville de Yaoundé avec ses différents partenaires, particulièrement la BAD, dont on vient d'inaugurer le siège sous-régional. Le PADI 2, le PECADI sont des projets qui sont financés par la Banque africaine de développement. Et les options qui ont été retenues en fonction du champ de contraintes dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Parce qu'il est difficile d'imaginer que, a priori, comme le secrétaire général de l'Ordre national des urbanistes le rappelait, il est difficile d'imaginer qu'à ce jour, on peut cerner toutes les problématiques qui peuvent arriver dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Par conséquent, nous agissons en fonction des éléments dont nous avons la maîtrise aujourd'hui. C'est pour cela que certains choix sont faits, même si cela peut présenter des insuffisances. Donc à ce niveau, on ne saurait dire a priori que ces projets nous coûtent cher pour rien. Pour revenir sur la problématique et essayer de voir quelles peuvent être les esquisses de solutions pour les villes. C'est votre dernière prise de parole sur le sujet. Oui, pour les villes secondaires et autres, et même pour la ville de Yaoundé, il est important d'adresser d'abord la question de l'équilibre du cycle hydrologique. Parce que c'est à travers la maîtrise du cycle hydrologique qu'on saura quel est le type d'aménagement qui peut être approprié. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans une ville comme Yaoundé, plus les années passent, plus on observe ce phénomène de température élevée qui ne fait que s'accroître chaque année qui passe. Pourquoi? Parce que les surfaces au sol
sont de plus en plus occupées. Et parce que ces surfaces sont occupées, le couvert végétal diminue drastiquement dans la ville. Si on prend des images de la ville de Yaoundé entre les années 60 et les années 2000, on va se rendre bien compte que la tâche urbaine a occupé presque la totalité du territoire de la ville de Yaoundé. Et ça pose un problème sur les questions de température, sur les questions de drainage des eaux, sur plusieurs autres problématiques. C'est un peu ce qu'il est important de dire ici. Et au niveau de la mairie de la ville de Yaoundé, ces questions commencent déjà à être suffisamment agressées. Et je rejoins un peu l'architecte qui l'a dit, les villes de Yaoundé et Douala, de ce côté, en principe, on ne devait plus avoir trop d'inquiétude parce que l'expertise y est, les moyens sont mis, même si parfois ces moyens peuvent être insuffisants au regard du volume de travail à réaliser. Mais c'est sûr, avec vous, Vidal Ndjokang, on va encore forcément observer ce type de phénomène d'ici à là. Bon, ces inondations qui envahissent la poste centrale et Douala par ailleurs, les autres villes du Cameroun. Compte tenu du fait que les changements climatiques ont pignon sur rue et que les crues vont de plus en plus fortes lorsqu'elles arrivent. Les pluies, les précipitations, autant pour moi, arrivent de plus en plus avec de fortes hauteurs. Si nous ne revoyons pas la planification urbaine, c'est vrai que la plupart de l'espace est déjà occupé. Comme je disais, j'allais vous demander comment faire. On va tout détruire, on va détruire quelques édifices. Pour des villes nouvelles, des villes futures, des villes la ville de demain. Oui. C'est vrai, pour Yaoundé et Douala, c'est déjà vieux, on ne peut plus. Comme je disais, on n'est plus à l'heure de la prévention, on est à l'heure de la protection et de la préparation. Mais pour la ville du futur, vraiment, je pense qu'avec ce que le secrétaire général c'est l'autre des urbanistes a dit, il est question de recommencer à revoir la question d'occupation du sol, à voir quels est les espaces verts qu'on peut laisser pour l'imperméabilisation, pour la réflexion du rayonnement solaire, question d'atténuer le réchauffement dans la ville. Donc, il y a tout un travail de planification. D'accord. Jean-Aloïse Biolé, architecte de l'ONAC. Oui, je vous remercie. Disons que pour moi, je pense que la ville se renouvelle essentiellement. Les villes ont une vie comme les êtres humains, comme c'est que la ville de Yaoundé que nous avons eue il y a 50 ans n'est plus celle. Nous avons une ville qui n'est plus celle d'il y a 50 ans. Oui. Et ceux qui seront là dans 100 ans, les enfants, tous ces enfants qui sont en train de grandir, qui eux-mêmes auront des enfants, ils auront une autre ville de Yaoundé qui n'aura plus rien à voir avec ce que nous voyons ici. On vous dit, il y a une centaine, un peu plus, peut-être de 150 ans, il y avait des éléphants ici qui passaient devant la poste centrale parce que c'était une zone où on avait les éléphants de forêt. Ça se retrouve même dans certains nombres de quartiers, mais donc cette ville va évoluer et comme elle va évoluer avec des infrastructures et la ville s'étend et elle va se densifier et il faudra effectivement mettre en place toutes les infrastructures qui vont permettre à la population à l'avenir de pouvoir vivre dans les meilleures conditions et je pense que nous avons beaucoup de jeunes experts, des architectes, des ingénieurs, des urbanistes qui sont présents, qui pour certains commencent, pour d'autres qui sont suffisamment expérimentés. Vous l'avez déjà dit. Et le Cameroun n'en manque pas pour pouvoir faire face à ces défis. Vous l'avez dit, Guy Tchakam, secrétaire général de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun. Votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, ce sera simplement de dire que l'urbanisation est une réalité aujourd'hui. C'est-à-dire l'accroissement des populations qui vivent en ville, c'est une réalité. Aujourd'hui, les villes s'agrandissent et gonflent à des vitesses exponentielles, à des vitesses qu'on n'a jamais vues en Afrique, qu'on n'a jamais vues même dans le monde, parce que nous avons actuellement l'un des plus grands taux d'accroissement urbain dans le monde. Donc c'est une réalité. Les changements climatiques également, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, on vit des phénomènes qu'avant on ne vivait pas et qu'on n'était même pas supposé vivre. Donc ces deux éléments sont des réalités aujourd'hui que malheureusement on doit faire face et pour faire face à ces problèmes-là, il faut des investissements.
à la hauteur des besoins. C'est dit, il ne me reste plus qu'à vous remercier à tous les quatre d'être passés. Jean-Aloïse Biolé, architecte de l'Ordre national des architectes du Cameroun, Guy Tchakam, secrétaire général de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun, Stanislas Joël Mvondo, sous-directeur de l'environnement et du développement durable à la communauté urbaine de Yaoundé, et puis Vidal Ndjoukang Gimfak, ingénieur en management des risques industriels et environnementaux, gestionnaire des risques et des catastrophes. Merci à vous quatre d'être passés sur ce plateau de Twilight. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. C'était Twilight, édition du 12 avril 2024. Bonne suite de programmes sur CRTV News.